Merci pour l'invitation. Je vais vous parler de colite ischémique ou d'ischémie colique. Et en préambule, donc je n'ai pas de lien d'intérêt particulier à déclarer. En préambule, je rappelle que l'ischémie colique, la colite ischémique, est une affection qui a été décrite en 1966 par une équipe de chirurgiens de Londres qui avait, sur une série de 16 patients, on décrit chez des patients qui présentent essentiellement des affections médicales ou des épisodes d'hypotension, des atteintes intestinales qui étaient principalement localisées du côté gauche du côlon. Donc le plan, on va parler d'épidémio, de physiopathologie, la démarche diagnostique, prise en charge thérapeutique, et puis quelques mots sur le pronostic et sur notre capacité à distinguer un peu les différentes formes de colite ischémique. En premier lieu, pour l'épidémiologie de la colite ischémique, je dirais qu'il y a deux messages importants. C'est l'augmentation d'incidence et maladie de la personne âgée. L'augmentation d'incidence, quand on regarde l'incidence pour 100 000 habitants par rapport aux années 70-80, eh bien, depuis les années 2000, on a à peu près 4 à 5 fois plus de cas de colite ischémique décrits dans la population. Alors, on se pose tout de suite la question, est-ce qu'il s'agit d'un dépistage amélioré avec le développement de l'endoscopie, du scanner, etc. Il y a probablement un petit peu de ça, mais il y a également probablement le fait du vieillissement de la population, puisque le deuxième message important, c'est que la colite ischémique, c'est vraiment une affection qui touche la personne âgée. Vous voyez que jusqu'à 60 ans, c'est relativement rare, et ensuite, il y a une augmentation relativement linéaire en fonction de l'âge, à partir de 60 ans, puis 70, 80 ans et au-delà de 80 ans. Donc c'est globalement rare avant 60 ans. Les comorbidités sont très très fréquentes quand on reprend les séries des patients présentant des colites ischémiques, et l'antécédent qui revient le plus fréquemment dans toutes les séries, c'est l'hypertension artérielle, qui est aux alentours de 60 à 70% des cas. C'est intéressant de faire le parallèle avec la dysfonction rénale, l'insuffisance rénale chez les patients choqués. On sait que les patients qui présentent un état de choc et qui ont un antécédent d'hypertension artérielle ont plus fréquemment la survenue d'une insuffisance rénale derrière, mais il y a souvent un parallèle qui pourrait être fait entre la souffrance ischémique du rein et la souffrance ischémique de l'intestin chez ces patients hypertendus chroniques. La physiopathologie maintenant, il faut distinguer deux formes, l'occlusion d'un vaisseau ou le bas débit, la forme murale ou transmurale qui touche toutes les couches de l'intestin. Et finalement, d'un point de vue clinique, on voit qu'il y a deux formes distinctes, la colite gauche et puis ce qu'on appelle la colite droite isolée. La définition de la colite ischémique, c'est difficile de la séparer complètement de ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique aiguë. En général, on distingue ischémie mésentérique aiguë et colite ischémique, avec l'ischémie mésentérique qui est une forme d'infection extrêmement grave, alors qu'on dit en général, on considère que la colite ischémique est une affection plus bénigne. Globalement, dans les deux cas, il y a des phénomènes qui sont parallèles. C'est d'une part un phénomène d'insuffisance vasculaire mésentérique, avec un bas débit ou une occlusion dans une veine ou une artère à destination des mésentères, et d'autre part les conséquences de ce bas débit ou de cette occlusion vasculaire sur l'intestin. La vascularisation du côlon, elle est réalisée par trois artères principalement, en partie par l'artère mésentérique supérieure pour la partie droite du côlon, principalement par l'artère mésentérique inférieure pour le rectosigmoïde, le côlon gauche ici, et pour le bas rectum par des artères qui proviennent de l'artère iliaque interne. Si on considère les quatre artères qui vascularisent l'intestin, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique suple, l'artère mésentérique inférieure et l'artère hypogastrique, en fait, ces artères définissent ce qu'on pourrait appeler des zones de perfusion. Et vous voyez que les zones de perfusion se recoupent les unes et les autres. Eh bien, il y a trois possibilités pour qu'une ischémie colique survienne. La première, la plus grave, c'est quand il y a une occlusion de l'artère mésentérique supérieure. Cette occlusion responsable d'une ischémie du grêle, mais également d'une partie du côlon droit. La deuxième possibilité, c'est une occlusion de l'artère mésentérique inférieure avec une atteinte du côlon gauche, du sigmoïde et du rectum. Et la troisième, qui est la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique non occlusive ou NOMI, qui concerne en fait toutes les artères et qui se traduit par une réduction des zones de perfusion et un découvrement. Vous voyez qu'il n'y a plus le recouvrement, avec une souffrance en général du duodénum, de l'angle splénique et de la charnière rectosigmoïdienne. La démarche diagnostique, l'ischémie mésentérique aiguë, d'une manière générale, et puis là, dans ce cas plus précis de ce topo, la colite ischémique, il est très important de suspecter cette affection.
La clinique, on va voir, elle est tout à fait importante. Il y a peu d'éléments biologiques, il y a peut-être des éléments d'échographie, mais en gros, le message, c'est que quand on a suspecté l'infection, il faut aller rapidement au scanner, et parfois, on peut avoir besoin en plus d'une endoscopie. Il faut avoir à l'esprit que la pathologie colique aiguë du patient de réanimation peut recouvrir plusieurs cadres nosologiques différents, que ce soit l'ischémie, qui doit être évoquée à chaque fois en premier du fait de cette urgence, que ce soit une ischémie occlusive ou non occlusive, des phénomènes infectieux, communautaires, on a parlé du Clostridium difficile, colite neutropénique, des mécanismes immunologiques plus rares, comme la RCH ou la GVH, dans des contextes plus précis, et l'atteinte toxique. La démarche diagnostique, donc la clinique en premier lieu, avec deux symptômes principaux que sont la douleur et des anomalies cliniques que sont les rectoragies. On considère en général que les colites gauches sont marquées par des rectoragies intenses avec des douleurs plus modérées, alors que les colites droites sont marquées par des douleurs plus intenses et moins de rectoragie. Dans les formes de colite ischémique sur bas débit, il y a en général une atteinte du tube, mais également du foie et du rein, et donc on est fréquemment en présence d'anomalies type élévation de la créate, élévation de l'azate et éventuellement une acidose lactique. L'échographie en réanimation, elle est en cours de développement, mais il y a probablement une sémiologie échographique avec des anomalies soit du contenu liquidien du côlon, soit des anomalies de la paroi. Et le message, c'est que quand on a évoqué ce diagnostic, il faut aller le confirmer avec un scanner abdominopelvien sans puis avec injection et éventuellement une endoscopie digestive basse. Le scanner, c'est vraiment la pierre angulaire du diagnostic. Ce scanner, il doit d'abord être réalisé sans injection de manière à pouvoir visualiser des anomalies spontanées de la densité du côlon, mais également de manière à pouvoir visualiser s'il existe des calcifications au niveau des artères à visée mésentérique. On a par exemple ici des anomalies type d'aspect d'empreinte au niveau du côlon sur ce scanner. Sur ce scanner, on note par exemple au niveau du côlon gauche un épaississement aspécifique de la paroi du côlon gauche ici, ou la charnière du sigmoïde ici. On peut avoir des signes évocateurs d'une atteinte plus volontiers transmurale quand il existe des bulles de gaz. Vous visualisez ici l'existence d'une pneumatose pariétale du côlon droit, qui pourrait éventuellement, si c'était uniquement localisé ici, faire évoquer une forme de colite ischémique droite isolée. Une autre image de colite droite isolée avec possiblement une forme transmurale ici, qui montre une pneumatose colique. Dans des formes volontiers de type ischémie non occlusive, on peut visualiser des formes transmurales, on peut avoir une éruption d'air intense qui circule et qui va s'emboliser dans le foie, c'est ce qu'on appelle l'aéroportie scanographique. Cette aéroportie peut être visualisée en échographie de façon assez fine avec la visualisation de bulles de gaz qui circulent dans le tronc-porte et également un aspect de patch aérique. Ça ressemble un petit peu à un poumon hépatisé. Quand on a un foyer de pneumopathie et qu'on parle de d'hépatisation du poumon, là on a à peu près le même aspect. On a l'impression de voir un poumon. En fait, c'est un foie qui est pneumatisé. Mais l'aspect est relativement équivalent. La coloscopie dans la colite ischémique, je dirais que chez nos patients de réanimation, la coloscopie, elle est seulement en deuxième intention. D'une part, chez un patient qui n'est pas transportable au scanner, ou alors, après le scanner, s'il y a un doute, si on veut évaluer la sévérité de l'atteinte, de manière à pouvoir distinguer différentes sévérités avec des formes, des ulcérations superficielles, des ulcérations plus profondes, voire des formes nécrotiques circonférentielles qui doivent faire poser la question éventuellement du recours à la colectomie. Il y a un aspect qui est très intéressant, qui a été décrit par plusieurs équipes, et avec je crois que c'est une description qui date des fin des années 90, le colon single stripe sign, c'est-à-dire le signe de la rayure colique, qui consiste en une ulcération longitudinale qui suit le bord antimésentérique du côlon, qui est en soi, on va le voir un petit peu après, très évocateur d'un phénomène de bas débit intestinal et a une valeur pronostique plutôt assez rassurante dans l'ischémie colique. Voilà, donc ça c'était le fameux papier qui date de 2003, qui ressortait, qui comparait des patients avec cette rayure longitudinale dans le côlon, qui était vraiment très évocatrice d'une colite ischémique non transmurale, avec des patients qui avaient des formes circonférentielles qui étaient des formes plus graves. La démarche thérapeutique, je dirais que la colite ischémique, dans la majorité des cas, un traitement médical bien conduit est suffisant.
c'est les mesures de réanimation. Extrêmement rarement, on a besoin de réaliser un geste vasculaire. C'est beaucoup plus fréquent dans ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique avec une atteinte de l'artère mésentérique essentiellement de l'artère mésentérique. Et puis, bien entendu, le versant intestinal, la question de la résection. Donc, vraiment, la mission première de la prise en charge thérapeutique de ces colites ischémiques, c'est les aspects réanimatoires. Dans la majorité des cas, c'est une colite ischémique sur bas débit. Il va donc falloir optimiser le débit cardiaque avec un remplissage, éventuellement des inotropes. L'autre question, une fois que le débit cardiaque est correct, c'est d'avoir une pression artérielle moyenne qui soit dans les clous. En général, on vise 65. Ce n'est pas exclu qu'il faille monter un petit peu plus. Peut-être que 80 mm de mercure chez des patients habituellement hypertendus, un peu c'est le même rationnel que pour les patients habituellement hypertendus, avec une PAM un peu plus élevée pour protéger le rein, ça a peut-être du sens. L'antibiothérapie pour viser les germes digestifs face à une colite ischémique, oui. Alors c'est une antibiothérapie classiquement par voie intraveineuse type claforan, flagile par exemple. Certaines équipes, notamment à Beaujon, ont tendance à y rajouter une antibiothérapie orale à type de flagile et Gentin. L'anticoagulation, elle est validée de façon générale quand il y a une ischémie occlusive de type thrombose veineuse. Elle peut être discutée si on a un phénomène par exemple d'ACFA avec embole. L'optimisation du transport de l'oxygène, quid, ça c'est un peu non spécifique, mais viser éventuellement un taux d'hémoglobine un petit peu plus élevé, une saturation à 96. Et puis enfin, un point important, c'est arrêter la nutrition entérale à la phase aiguë de cette colite ischémique de manière à éviter l'inadéquation entre le transport d'oxygène et le travail intestinal. Donc réanimer. La reperfusion, là je le mets un peu entre parenthèses, c'est uniquement dans les formes de colite ischémique droite, quand c'est une colite droite qui complique une occlusion de l'artère mésentérique supérieure. Alors c'est la prise en charge de l'ischémie mésentérique, c'est-à-dire l'embolectomie, le pontage aortomésentérique, etc. En général, dans mon expérience, c'est rare qu'il y ait une revascularisation d'une thrombose de l'artère mésentérique inférieure. Et puis dans la majorité des cas, la reperfusion, c'est simplement le traitement médical et l'optimisation du débit. Enfin, la résection, avec deux objectifs contradictoires, ne pas trop réséquer, mais réséquer assez pour éviter l'évolution vers une péritonite si l'intestin n'est pas viable. Et puis, bien sûr, en cas de doute, laisser une anastomose à la peau. Le timing, c'est reperfusion puis résection quand il y a une ischémie mésentérique associée à la colite ischémique. Voilà un exemple de colectomie pour une nécrose transmurale colique. Enfin, dernière partie, c'est la question du pronostic. Sur la question du pronostic, quelques messages simples. Globalement, l'existence d'une rayure, d'une atteinte longitudinale du côlon est plutôt une forme rassurante. Dans ce travail, les patients présentant ce signe endoscopique ont été comparés aux patients présentant une ischémie circonférentielle. Vous voyez que quand il y a une atteinte longitudinale, il n'y a pas de chirurgie, 4% de mortalité. Quand vous avez une forme circonférentielle, c'est 27% de chirurgie et 40% de mortalité. Deuxième message, donc premier message, l'atteinte longitudinale, c'est rassurant. Le deuxième message, c'est que l'atteinte droite isolée, elle est plus grave. Dans ce travail publié dans l'AMJ Gastro en 2007, on a comparé les atteintes coliques droites avec le reste. Eh bien, l'atteinte colique droite, globalement, elle est associée avec un risque de mortalité à 1 mois qui est multiplié par 2 et un risque de recours à la chirurgie multiplié par 10. Les complications durant l'hospitalisation, en premier lieu, la complication la plus fréquente, c'est l'insuffisance rénale aiguë. On a parlé un petit peu du parallélisme qu'on pourrait faire entre la souffrance du rein et la souffrance de l'intestin. Et puis enfin, cette étude parue dans Surgery, qui est une étude prospective qui s'est intéressée aux facteurs pronostiques de la colite ischémique. Étude prospective, 170 patients, c'est des patients âgés. Encore une fois, dans 70% des cas, ils étaient hypertendus. C'était essentiellement des nomies. Eh bien, il y a 5 facteurs indépendants de décès hospitalier. C'était un bas débit cardiaque, un recours aux catécholamines, alors en général de la noradrénaline, une insuffisance rénale, la nécessité d'un recours à une colectomie et puis une hyperlactatémie. Et je vous laisse regarder à droite en fonction du score, donc entre 0 et les 5 facteurs de risque, eh bien la mortalité passait de 10 à 100% dans ce travail prospectif sur 177 patients quand même. Un point intéressant, c'est que l'athérosclérose mésentérique apparaissait comme un facteur de risque de décès à long terme. En conclusion,
Eh bien, on a l'impression que la colite ischémique, c'est de plus en plus fréquent, possiblement du fait du vieillissement de la population. Il faut vraiment bien distinguer les colites gauches qui sont possiblement plus rassurantes versus les colites droites qui doivent faire poser la question d'une atteinte de l'artère mésentérique supérieure et donc peut-être d'une ischémie mésentérique associée à une colite ischémique. Distinction, bien entendu, du bas débit, ce qu'on appelle le NOMI versus l'occlusion vasculaire. Rechercher des facteurs en faveur d'une forme transmurale et notamment des anomalies scanographiques de type pneumatose pariétale, aéroportie. La place du scanner est effectivement fondamentale. L'endoscopie peut être éventuellement nécessaire. Et puis enfin, le pronostic, dans 80% des cas, un traitement médical est suffisant avec une mortalité inférieure à 10%. Et dans 20% des cas, il y a un recours à la chirurgie. Et là, on passe dans une mortalité qui est vraiment très différente. C'est ma dernière diapo, je n'aurai pas forcément le temps de la commenter, mais en gros, c'était pour que vous reteniez les messiages avec des formes gauches, des formes droites. La forme gauche, c'est plutôt des rectoragies, c'est plutôt du non-occlusif. C'est possiblement des signes de type single stripe sign, c'est-à-dire la teinte longitudinale avec une mortalité plutôt faible. Les formes droites, c'est plutôt des douleurs avec peu de rectoragie. Il faut se poser la question d'une atteinte de l'artère mésentérique supérieure. Et la forme droite, c'est associé à une mortalité, non pas de 10%, mais plutôt de 40%, avec un recours à la chirurgie beaucoup plus fréquent. Voilà, merci.